Henri, venez à notre soirée du samedi, rue du Fleurus. Nous voulons vous présenter notre toréador. Par ces mots commence la passionnante histoire de deux génies de l'art du XXe siècle, Henri Matisse et Pablo Picasso. D'esquisses en tableau, d'ateliers en salle d'exposition, de la misère jusqu'à la célébrité. Les deux peintres se sont observés, combattus et admirés. Pendant un demi-siècle, les défis qu'ils se lançaient ravivaient leur créativité. Leur duel a ouvert des horizons inattendus à la peinture moderne. Au moment où Henri Matisse reçoit cette invitation, nous sommes en 1906. Il s'est déjà rendu aux fameuses soirées de Gertrude et Lowenstein, riche collectionneur américain, dont l'appartement ressemble à une salle d'exposition d'avant-garde. Ces tableaux trônent sur les murs des Stein comme des aimants qui attirent tous les regards. Leur chromatisme explosif a bouleversé la peinture. Cette exubérance est en véritable contradiction avec la nature réservée de leur auteur. À 36 ans, Henri Matisse, toujours tiré à 4 épingles, a une allure de prof bourgeois. Il est marié et père de famille. A-t-il envie de rencontrer le jeune Picasso, un vrai bohémien de 12 ans son cadet? Rien n'est moins sûr. Il est peu séduit par les toiles dramatiques ou mélancoliques du petit toréador des Stein. Leur style, mais aussi leur manière d'être, sont à l'opposé. Malgré tout, Matisse est très intrigué par le jeune Espagnol. Et s'il devenait un rival? Du point de vue du jeune Picasso, les choses se présentent différemment. Il désire entrer en contact avec les peintres d'avant-garde et surtout avec Matisse. Il a vu son bonheur de vivre chez les Stein et avant, au Salon des Indépendants de 1906, où ils l'ont acheté. Et cette toile n'arrête pas de vibrer dans son imagination. Au même moment, une grande exposition des œuvres de Matisse est présentée à la Galerie Drouet. Prière à monsieur Henri Matisse de garder pour lui ses ignominieux dessins et de ne pas lui permettre d'envoyer de semblables ordures inconvenantes et si mal dessinées dans les familles où il y a des enfants et des gens qui se respectent. Malgré les critiques, Matisse est confirmé en tant que chef d'école du mouvement Fauve, qui représente les tentatives les plus audacieuses de la jeune peinture française. À partir de leur première rencontre, Matisse et Picasso se retrouvent souvent aux soirées des Stein. Léo et sa sœur Gertrude savent que leurs personnalités sont aux antipodes. Matisse semble dérober l'expression de son regard derrière ses lunettes rondes. Mais dès qu'on l'entreprend sur la peinture, il discute, affirme, veut convaincre. Picasso, lui, parle mal le français. Il est maussade et gêné dans ce genre de réunion. Mais il possède déjà un charisme magique. Les deux hommes sont poussés l'un vers l'autre par une curiosité intense. Chacun semble reconnaître en l'autre son seul véritable rival.
Pour comprendre leurs différences, Matisse et Picasso échangent un tableau. Matisse choisit cruche, bol et citron, une petite nature morte de Picasso. Il est captivé par ces contrastes stridents, très éloignés de ce qu'il fait. Picasso, lui, choisit Marguerite, et malgré son admiration pour ce tableau, il laisse sa bande d'amis le critiquer. C'était une de ses moins bonnes toiles. Tout aussitôt, nous nous sommes rendus au bazar de la rue des Abbesses, où, pauvres mais ne reculant devant aucun sacrifice à la joie, nous fîmes emplette d'un tir Eureka. Pan, dans l'œil de Marguerite. Pan, en plein sur sa joue. Picasso admirait dans le portrait de Marguerite son aspect enfantin, innocent et vulnérable. Mais il lui rappelait aussi un traumatisme vécu dans son enfance. Marguerite porte ce ruban noir qui n'est pas un objet esthétique, mais qui obstrue et cache une trachéotomie qui a sauvé Marguerite en 1901. Il y a derrière la mort de Conchita, la sœur de Picasso, dans des conditions quasiment similaires. L'accident de Marguerite, la trachéotomie qui se passe, je cite, sur une table de cuisine, et c'est Matisse qui tient sa fille parce qu'il n'y a pas d'anesthésie, il n'y a pas d'hospitalisation, et elle est sauvée grâce à un geste médical violent. Donc on est dans une histoire traumatique. Et si Picasso choisit Marguerite, c'est aussi pour Conchita. Picasso décide tout petit, quand sa sœur est mourante, il est déjà un artiste. Il est tout jeune, mais il est déjà un artiste. Il dit, si sa sœur vit, il renoncera à la peinture. Donc il donne, il est prêt à donner ce qui fait le cœur de sa propre vie. Déjà le sens de sa vie. Et sa petite sœur meurt. Cette peinture de Marguerite par Matisse et qui raconte ce traumatisme, me semble, c'est un pacte qui dépasse vraiment le conflit de deux artistes en rivalité pour occuper une place prééminente dans l'art. Il s'agit de bien d'autre chose. Les deux peintres vivent à l'époque bénie où Paris attirait les artistes du monde entier. La ville foisonne de créativité et de joie de vivre. Picasso habite à 2 pas du Moulin Rouge, au bateau Lavoir à Montmartre, en communauté avec d'autres peintres. Tout le monde va et vient. Les contacts rechargent ma batterie, même si ce qui se passe semble n'avoir aucun rapport avec mon travail. C'est comme la flambée d'une allumette, et cela éclaire toute ma journée. Contrairement à Picasso, Matisse, plus solitaire, n'a pas besoin de s'entourer d'un cercle d'amis. La conversation avec les gens ne m'apporte rien. Elle vole mon temps. Picasso sait que Matisse travaille d'arrache-pied et qu'il est en avance sur lui par son audace et sa liberté de coloriste. Il sent que s'il doit répondre au bonheur de vivre de son concurrent, cela doit être d'une manière plus radicale. C'est en partie Matisse lui-même qui lui donne les clés pour le faire. Il montre à Picasso l'air tribal qu'il collectionne. Il lui confirme que l'œuvre de Cézanne peut les amener à des conclusions révolutionnaires. Et enfin, il expose au Salon des Indépendants de 1907 son nu bleu. Picasso se saisit de ses impulsions pour dynamiter les canons de la perspective valable depuis 4 siècles. Il transforme le souvenir d'un bordel de Barcelone en un chef-d'œuvre. Les Demoiselles d'Avignon. C'est une déclaration de guerre. Personne n'est jamais allé aussi loin. À 25 ans, Picasso dépasse les solutions fauves de son aîné Matisse. Il vient de créer le tableau le plus significatif du XXe siècle. Les Demoiselles d'Avignon a été le fruit de longs mois de préparation et de révision. Pendant des années, Picasso a gardé cette œuvre dans son atelier. Tous ceux qui le découvraient étaient extrêmement choqués. C'est sans doute pour cela
que Picasso était réticent à le montrer en public. Ces demoiselles ont été exposées pour la première fois en 1916, c'est-à-dire presque 10 ans après leur création. Le titre fait référence à une rue de Barcelone connue pour ses prostituées. Je pense qu'il est intéressant de le savoir et en même temps de noter comment Picasso élimine peu à peu tous les détails narratifs. Grâce aux esquisses et aux dessins préparatoires, nous savons qu'au départ, ce tableau devait être une sorte de fable morale, une méditation sur la relation entre le plaisir sexuel et la mort. Au cours de la création, le marin a disparu de la composition, puis le crâne a disparu aussi. Tout a été progressivement supprimé au profit de ces 5 corps provoquants de femmes nues. Picasso s'acharne à être systématiquement subversif. Il élimine tout ce qui constituait auparavant un idéal de la beauté et toute cohérence dans le processus habituel de création d'un tableau. Et j'adore le fait qu'il ait désigné ce tableau comme sa première œuvre exorcisante. Dans cette toile, Picasso suggère un lien entre les maladies vénériennes qui peuvent causer la mort et la fin des grandes conventions esthétiques de la peinture occidentale. Je trouve qu'il est très intéressant de regarder après le tableau La Danse de Matisse. Aujourd'hui, il apparaît tellement exubérant, tellement rempli de joie, lyrique, avec un mouvement si gracieux. Mais en 1910, lorsque La Danse a été exposée à Paris, le tableau a fait l'objet de violentes critiques. On a dit qu'il était délibérément inepte, dessiné de manière sommaire. Où était la notion d'espace? Qu'était devenue la perspective? Quel personnage était plus près? Lequel était plus loin? Ces premières réactions critiques nous rappellent des décennies plus tard combien cette œuvre, qui nous apparaît aujourd'hui comme une ode à la joie, était à l'époque perturbante et choquante. Par son innocence et son lyrisme, mais dans un registre complètement différent, La Danse est une œuvre aussi radicale que Les Demoiselles d'Avignon. Confrontés aux Demoiselles d'Avignon dans l'atelier de Picasso, tous les visiteurs sont choqués. Matisse lui-même est très surpris. Et pourtant, il est conscient de l'éclat de cette toile et de sa force. Il observe que sur les murs des Stein, le nombre de ces toiles diminue, alors que celui des Picasso augmente. Mais le nouveau style de Picasso, baptisé par hasard par Matisse lui-même, le cubisme, continue à diviser. Picasso brise les formes. Moi, j'en suis le serviteur. La peinture n'est pas une question de sensibilité. Il faut usurper le pouvoir, prendre la place de la nature et ne pas dépendre des informations qu'elle nous offre. Picasso n'expose pas dans des salons et musées, et ses tableaux ne se vendent pas. Le choc produit par Les Demoiselles l'a condamné à une grande solitude. Et voici que Matisse, son rival, lui présente un richissime collectionneur russe, Sergueï Choukine, l'un de ses principaux acheteurs. Choukine était le mécène de Matisse. Il lui achetait et commandait même des tableaux. Si bien que Matisse peut oublier ses soucis matériels, peut se consacrer entièrement à son art et louer une grande maison avec terrain où il créera d'extraordinaires tableaux, comme la danse, la musique et d'autres œuvres de premier plan. Plus tard, probablement au début de l'année 1909, Choukine découvre donc Picasso. Il visite alors son atelier, il en est bouleversé. Il achète alors plusieurs toiles, peintes en 1908, dans cet atelier de la rue des Bois,
en région parisienne. Il s'agit d'une série de tableaux vraiment magnifiques, dont la grande majorité se trouve aujourd'hui ici, à l'Ermitage. L'histoire de l'art est ainsi faite que souvent, dans une période donnée, émergent deux peintres majeurs, et pas plus. Pour le XXe siècle, ce sont sans aucun doute Matisse et Picasso. Comme pour le XVIIe, ce sont Rembrandt et Velázquez. Il y avait bien sûr beaucoup d'autres immenses artistes au cours de ces siècles, mais ces peintres phares sont les plus originaux et exercent une influence particulière sur toute la culture dans son ensemble. Et le fait de travailler au cours de la même époque contribue à renforcer l'œuvre de chacun, créer une stimulation particulière et décupler leur force créative. Matisse résiste au cubisme de son concurrent. Il s'échappe de Paris, voyage, cherche l'inspiration au Maroc. À Paris, Picasso travaille maintenant main dans la main avec Georges Braque, ancien fauve, qui vouait il n'y a pas encore si longtemps une grande admiration à Matisse. J'étais quasi seul à ne pas participer à l'expérience des autres. Le cubisme faisait de plus en plus d'adeptes et son prestige allait en s'amplifiant. Mais Matisse s'entête. Il ne veut pas détruire l'objet. Il veut rester le peintre de l'effusion colorée, de la sensation. Dans sa réponse au cubisme, il se limite à construire ses tableaux de manière plus architecturale. Et il crée une série de chefs-d'œuvre au souffle novateur qui attire de nouveau la lumière vers lui. Quand éclate la Première Guerre mondiale, la grande majorité des artistes est mobilisée. L'activité artistique est quasiment nulle à Paris. Matisse, réformé, et Picasso, espagnol, se voient plus souvent. Chacun suit avec attention l'évolution de l'autre. Les marchands et les collectionneurs les comparent. Chacun leur apparaît tour à tour comme le maître de l'avant-garde. Mais le public et les critiques ne suivent toujours pas. C'est grâce à un poète, Guillaume Apollinaire, qu'une première exposition commune consacre le face-à-face qui dure depuis plus de 10 ans. La violence et la révolte de Picasso, opposées à l'harmonie et à la contemplation de Matisse. Le pôle sud et le pôle nord affrontent ensemble les affres de la critique. En 1918, tout le discours de la presse parisienne et française pendant la Première Guerre mondiale, c'est un discours anti-art moderne. C'est un discours où on considère que l'art moderne est un art boche. Or, le boche, c'est l'ennemi. Et aussi bien Matisse que Picasso souffrent terriblement de cette vision où l'art moderne serait un art allemand. Et quand je dis un art boche, je cite, parce qu'il a été promu, acheté par de grands marchands allemands. En France, à l'exception de quelques amateurs, pas grand monde ne s'intéresse à l'art moderne. Il faut aller chercher les Stein pour voir, ou Vollard, qui est un personnage totalement atypique, pour trouver un intérêt à l'œuvre de Matisse et Picasso. Il faut les chercher chez Morozov, chez Choukine, donc chez les Russes, chez les Allemands, chez les Américains. Et finalement, les Français vont résister. La désillusion de la guerre et la dureté du combat pour leur art amènent Matisse et Picasso à un tournant de leur vie. C'est comme s'ils échangeaient leur rôle. Le soi-disant bourgeois Matisse quitte son confort parisien et part vivre à Nice. Dans son atelier, il s'aménage un décor oriental et il se met à peindre des jeunes femmes.
partiellement vêtus ou nus, qui adoptent des attitudes languides des odalisques. Pendant ce temps, le bohémien Picasso, qui papillonnait de femme en femme, se marie avec la ballerine des ballets Diaghilev, Olga Koklova, et s'installe avec elle à une adresse très chic, rue La Boétie. Je n'ai pas vu Picasso depuis des années. Et je ne tiens pas à le revoir. C'est un bandit embusqué. Matisse, furieux, écrit ces mots à sa fille Marguerite lorsque Picasso expose à Paris en 1925 un tableau appelé « Odalisque au tambourin ». Il a volé à Matisse ses odalisques. Matisse répond avec sa propre odalisque au tambourin, dont l'explosion colorée fait pâlir l'odalisque de Picasso. Il obtient ce résultat en adoptant une technique souvent utilisée par Picasso lui-même. Il peint sur un fond noir qui électrifie les tons. Le dialogue à distance des deux hommes donne naissance à une série de transgressions du nu féminin d'une étonnante créativité. Matisse donne un nouveau pouvoir à la sensualité. Picasso l'a fait exploser pour aller au-delà, vers des formes dérangeantes, parfois misogynes. Tandis que Picasso crée enfermé dans son atelier, Matisse, lui, part au bout du monde. Son voyage à Tahiti est abondamment commenté par la presse française. Ça doit être très embêtant d'aller à l'autre bout du monde comme le fait Matisse suivant la route des Gauguins, pour découvrir enfin qu'après tout, la lumière de là-bas n'est guère différente de celle qu'il pouvait trouver sur les bords de la Marne. Au début des années 30, la même galerie parisienne propose une rétrospective à Matisse, puis à Picasso. Rien ne pouvait attiser plus leur rivalité, surtout que l'un et l'autre espèrent enfin un succès. Matisse paraît anxieux lors du vernissage somptueux largement commenté dans la presse. Plusieurs journalistes remarquent la présence de Picasso dans l'assistance. Il reviendra plusieurs fois revoir la rétrospective de son concurrent, qui ne remportera pas le succès escompté. Picasso adopte une autre stratégie. Il décide de mettre à l'honneur ses toiles récentes. Certaines terminées quelques jours seulement avant l'ouverture de l'exposition. Il n'y a que le portrait de son épouse Olga qui date un peu. Et d'ailleurs, rien ne va plus avec elle. Picasso est éperdument amoureux de sa jeune et belle maîtresse secrète, Marie-Thérèse Walter. Dans la plupart des tableaux, il chante son corps épanoui. Son trait s'adoucit, il s'approprie les lignes serpentines de Matisse et adopte même ses couleurs éclatantes. Amoureux, Picasso oublie la compétition pour simplement rendre hommage à Matisse. Des années plus tard, il lui dira « Moi, j'ai les dessins et je cherche la couleur. Vous avez la couleur et vous cherchez les dessins. » Au moment où Picasso vit son enchantement avec Marie-Thérèse, Matisse engage une jeune femme d'origine russe, Lydia Deletorskaya, pour l'assister dans son travail sur une grande composition murale pour la Fondation Barnes, près de Philadelphie. Dans les dessins préparatoires, Matisse renoue avec ses œuvres de jeunesse, la danse de 1910 et le bonheur de vivre, mais il les reformule. Avec mes fragments de corps,
J'ai voulu suggérer aux spectateurs l'idée de l'immensité. Dans cet espace limité, j'ai choisi des couleurs non violentes pour harmoniser avec le vert du jardin. Cette œuvre aérienne est installée à la Fondation Barnes en mai 1933. Entre-temps, Lydia est devenue, en plus de son assistante, le modèle préféré de Matisse. Elle lui inspire le tableau appelé « Le rêve », où il tente de s'éloigner le plus possible du rêve de Picasso. La rencontre avec Lydia donne à Matisse la liberté d'engager sa propre sensualité comme sujet de son art. Ses dessins respirent une énergie nouvelle, une électricité. Avant, Picasso a toujours eu la supériorité dans la représentation des scènes érotiques. Il n'y a pas de différence entre l'art et l'érotisme. C'est seulement lorsque la peinture n'en est pas qu'il peut y avoir attentat à la pudeur. J'ose à peine le regarder, et surtout quand on sait que Picasso a osé dire que les femmes étaient des machines à souffrir. Picasso est cruel, bien sûr, c'est la guerre. C'est pas la recherche de cette sérénité harmonieuse, à pacifier de Matisse. Ça n'est pas une recherche d'harmonie, une recherche idéale d'harmonie, qui est magnifique. Mais il n'y a pas le négatif, vous comprenez, c'est-à-dire la cruauté, le théâtre de la cruauté, c'est-à-dire la peinture de la guerre des sexes implacable entre le peintre et ses modèles. Vous regardez Matisse devant ses modèles, il est genou contre genou, il est en train de s'identifier à son modèle, il devient son modèle féminin. Le dessin est la possession. À chaque ligne doit correspondre une autre ligne qui fasse contrepoids. De même que l'on étreint, que l'on possède avec les deux bras. Picasso, ça passe par une exploration très poussée du corps masculin lui-même. Il est évident que Picasso a l'air d'une virilité. Alors ça, on ne peut pas faire mieux dans le genre phallique à souligner. Mais Matisse, dans son côté féminin, a une virilité de caractère très constante, une ténacité considérable. Je dessine tout près du modèle, en lui-même. Le modèle est pour moi un tremplin. C'est une porte que je dois enfoncer pour accéder au jardin où je suis seul. Et si bien. L'avenir de l'Europe s'assombrit à nouveau. En 1937, Matisse et Picasso se retrouvent réunis dans une très grande exposition en Allemagne, fustigée avec d'autres peintres de l'art moderne, qui est rebaptisé ici l'art dégénéré. Au même moment, s'ouvre à Paris l'exposition internationale. Le pavillon de l'Allemagne nazie y fait face au pavillon de la Russie soviétique. Dans les deux, c'est le triomphe de l'académisme le plus étroit. Il faut aller dans le pavillon espagnol pour voir un véritable chef-d'œuvre, la monumentale Guernica. Picasso écrit sa colère et l'amour de sa patrie, secouée par la guerre civile. Guernica deviendra célèbre comme le manifeste de résistance de l'Europe en guerre. Politiquement beaucoup moins engagé que Picasso, Matisse est néanmoins très marqué par la débâcle de la France. Dans une lettre adressée à son fils Pierre, il est amer. Je m'efforce de m'accrocher à mon travail. Si tout le monde avait fait son boulot comme Picasso et moi, cela ne serait pas arrivé. Matisse et Picasso seront les deux seuls éminents peintres à rester sur le territoire national tout au long de la guerre. Matisse à Nice, Picasso à Paris,
enfermé dans son atelier rue des Grands Augustins. Ils ne se verront pas durant les 4 longues années de la guerre. Ils sortent très peu, s'isolent dans le travail, refusant autant que possible tout contact avec les Allemands. Les drames ont besoin de solitude. Ils se passent la nuit, dans le silence, au plus près de l'inconscient. Pour échapper au bombardement de Nice, Matisse déménage avec Lydia dans une villa à Vence, qui porte le nom de prédilection des 2 peintres, le rêve. En 1941, Matisse a subi une très grave opération et sa santé en est restée marquée. Paradoxalement, la guerre va contribuer à cimenter les relations des 2 peintres. L'appréhension et l'émulation laissera la place à la sollicitude et à la solidarité. À Paris, Picasso assiste à l'inventaire que les Allemands font de ses œuvres dans la chambre forte d'une banque. Il surveille de même l'inventaire des œuvres de Matisse. En remerciement, ce dernier lui envoie un dessin. Quelques mois plus tard, Picasso envoie à son tour à Matisse une œuvre qu'il vient tout juste de terminer. Ce portrait de sa nouvelle compagne, Dora Maar, résume parfaitement l'époque dramatique qu'ils sont en train de vivre. C'est Dante, devant l'enfer. Je trouve l'espace devant le visage horrifié, tout à fait expressif d'une chose immense. Quelle magie! Picasso sait faire parler sa peinture des événements du monde. C'est peut-être en cela qu'il irrite tant Maurice de Vlaminck, qui publie en ce juin 1942 un article venimeux attaquant violemment Picasso, l'homme et l'œuvre. C'est infâme. Ça vient des ennemis de la peinture de Pablo. Ça a commencé il y a 20 ans, quand il a entamé ses extraordinaires recherches, le cubisme. Ce pauvre homme paie bien cher ce qu'il a d'exceptionnel. Il vit très dignement à Paris, travaille, ne veut pas vendre, ne demande rien. Il a pris pour lui toute la dignité que les confrères ont abandonnée d'une façon incroyable. Matisse fait allusion à l'infâme voyage en Allemagne que Vlaminck et d'autres peintres ont effectué quelques mois auparavant. Matisse partage avec Picasso la déprime de l'époque, mais la combat d'une manière très différente. Les tableaux qu'ils ont échangés au cours de la guerre le prouvent. Les toiles de Matisse s'accrochent à la beauté du monde, comme si la guerre n'existait pas. Et Picasso y est très sensible. Dans son atelier, il s'entoure d'œuvres de Matisse, comme pour se sentir moins seul. Jamais aucun peintre n'a chatouillé la peinture jusqu'à de tels éclats de rire. Matisse a un soleil dans les ventres aux 1000 rayons. Matisse n'a jamais acheté de tableau de Picasso, alors que Picasso achetait des tableaux de Matisse. Je pense que c'est en partie dû au fait que tout au long de leur vie, et jusqu'à la fin, Picasso a perçu Matisse comme son aîné. Bien qu'il se considérait comme un plus grand artiste, Picasso avait un grand respect pour Matisse, dû à cette différence d'âge. C'est pourquoi Picasso avait développé aussi un respect naturel pour l'art de Matisse. Et je crois également qu'il sentait qu'il pouvait beaucoup apprendre de lui. Cela m'amène à un autre sujet qui me semble très intéressant. Pour un jeune artiste, il n'est pas facile d'apprendre de l'œuvre de Picasso. Son art est tellement à part. Peut-être est-ce dû à son incroyable maîtrise du dessin et de la forme. Il a établi un ensemble de règles qu'il possède à la perfection. Et cela ne laisse pas beaucoup de place pour que quelqu'un d'autre
prennent possession de ce territoire. En revanche, la peinture de Matisse se montre très ouverte. C'est lié en partie à sa manière d'utiliser la couleur, mais aussi à ses formes, à la façon dont il conçoit la relation entre lignes et couleurs. Alors que l'espace, dans la peinture de Picasso, est plus défini, dans la peinture de Matisse, il tend à être moins défini. C'est pourquoi, pour un artiste contemporain, il est plus facile de travailler à partir de l'œuvre de Matisse. Des artistes aussi différents que Mark Rothko ou Robert Motherwell, qui ont peint de manière très diverse, étaient tous les deux profondément influencés par Matisse. À la fin de la guerre, en 1945, alors que Matisse et Picasso avaient acquis une renommée internationale, le Victoria and Albert Museum à Londres leur propose une grande exposition commune. C'est comme si j'allais cohabiter avec un épileptique. Matisse se protège avec cette remarque. Mais quand il apprend l'immense succès au parfum de scandale de l'exposition, il change de ton. Ce n'est pas moi, c'est lui qui reçoit la plupart des injures. Moi, on me ménage. Évidemment, à côté de lui, je fais toujours figure de jeune fille. C'est d'une autre jeune fille dont Picasso s'éprend. Elle s'appelle Françoise Gillot. Picasso vient s'installer avec elle à Antibes, non loin de la villa de Matisse, à Vence. Picasso, revigoré, installe son atelier dans la vieille forteresse du château de Grimaldi et commence immédiatement à peindre la joie de vivre. Bien sûr, la comparaison avec le bonheur de vivre que Matisse a exécuté 40 ans plus tôt s'impose. Là où Matisse poétise dans la sensualité pastorale, Picasso célèbre la juvénile beauté de sa compagne, en accord avec la Méditerranée de son enfance. Heureux de vivre, de peindre et d'aimer, il veut encore défier Matisse, son aîné, désormais confiné dans sa chambre de malade, sous l'œil vigilant de Lydia. Pas peu fier, Picasso viendra bientôt lui présenter cette belle jeune fille de 23 ans qui désormais partage sa vie. Matisse se montre fort aimable et propose d'emblée à Françoise de faire son portrait. Est-ce que j'ai peint des portraits de Lydia, moi? Et il entreprend aussitôt un portrait de Françoise. Françoise Gillot adore Matisse. Vous savez qu'elle fait de la peinture. Là, il y a quelque chose de très, très, très révélateur. C'est que Gillot bénéficie d'une sorte de sympathie un peu perverse de la part de Matisse. Matisse l'encourage. Matisse lui fait des petits dessins pour embêter Picasso, bien entendu. Il dit, ah, mais comme ce Matisse, il rayonne de ses... Alors que Picasso est orgueilleux, il fait des scènes, etc. Bon. Tandis que Picasso voit rouge, Matisse se met à peindre en rouge. Il entame une série de tableaux appelés les intérieurs de Vence, dont Picasso gardera un souvenir indélébile. Pendant ce temps, au château Grimaldi, Picasso rassemble toiles, dessins et céramiques pour son futur musée. Malgré des difficultés pour se déplacer, Matisse ne tardera pas à venir le voir. J'ai visité le musée d'Antibes. Il y a des choses tout à fait extraordinaires. Fasciné et stimulé par ce qu'il a vu, Matisse revient bientôt pour dessiner plusieurs des Picasso.
J'ai lu dans les journaux que Picasso prépare une exposition à la pensée française. Est-ce une exposition d'été, comme était la mienne au musée d'art moderne? Dans l'arène, nous serons donc inséparables, tant à Paris que sur la Riviera. Je vous tiendrai au courant du match. Et voilà justement que débute leur dernière grande confrontation. Nous sommes en 1949 et Matisse, éprouvé par la maladie, se lance dans la conception d'un monument d'art sacré. La chapelle du Rosaire avance. À 80 ans, il accepte d'élaborer les plans de l'édifice et tous les détails de sa décoration. Un travail titanesque qui lui prendra 4 ans. Matisse a accepté une commande. Il fait le trottoir. Picasso laté ne décolère pas. L'ultime sursaut créateur de son rival l'a surpris. Lors de ses visites, il n'arrête pas de grommeler. Vous n'êtes pas croyant. Pourquoi ne faites-vous pas plutôt un marché? Il ne pense qu'à une chose, prendre sa revanche. L'idée lui vient de peindre une chapelle désaffectée à Vallauris, où il habite. Mais bien entendu, il exclut tout caractère religieux à son projet. Comment faire? Le 11 décembre 1949, la première pierre de la chapelle du Rosaire a été posée. Pour travailler sur ses maquettes, Matisse a quitté sa villa à Vence et aménagé à l'hôtel Regina de Nice, où la hauteur des plafonds permet des croquis grandeur nature. Depuis son opération du cancer, il souffre de douleurs et de spasmes nerveux. Il ne tient debout que très peu de temps et doit travailler à l'été. Or, l'œuvre à qui il donne la vie, en cette période pénible, est totalement heureuse, tranquille et exempte de fatigue. Matisse à l'été s'envole. Il peint et sculpte tout, des vitraux en passant par le crucifix et au chasuble. L'inauguration et la consécration en Notre-Dame du Rosaire ont lieu en juin 1951. Si je crois en Dieu, oui, quand je travaille, quand je suis soumis et modeste, je me sens tellement aidé par quelqu'un qui me fait faire des choses qui me surpassent. Pourtant, je ne sens envers lui aucune reconnaissance. C'est comme si je me trouvais devant un prestidigitateur. Les critiques viennent aussi bien de l'Église que du Parti communiste. Picasso, qui en est membre depuis 1944, en profite pour manifester son opposition à Matisse. Je n'ai jamais considéré la peinture comme un art de simple agrément, de distraction. Je veux parler des dessin et la couleur puisque ce sont mes armes, pénétrer plus en avant de la connaissance du monde et des hommes. Picasso voit son adhésion au Parti communiste comme la suite logique de toute sa vie et de toute son œuvre. Il est bien, en compagnie de Paul Éluard, en ce début des années 50 à Vallauris. Il profite de la sympathie de la mairie communiste, mais ne se laissera jamais dicter la moindre consigne artistique. Pour l'instant, il a trouvé l'idée de sa revanche. De la chapelle désaffectée du château de Vallauris,
il fera un temple de la paix. Les dimensions de sa future fresque avoisineront celles de la chapelle de Matisse. Entre avril et septembre 1952, Picasso s'enferme et travaille d'arrache-pied, dans le plus grand secret. Et voilà sa chapelle achevée, consacrée à un seul culte, l'union de tous les hommes. D'un côté, il y a la guerre. Je voudrais que les visiteurs aient des bougies à la main, qu'ils se promènent le long des murs, découvrant les figures, que la lumière bouge sur ce que j'ai peint, une petite lumière de chandelle. De l'autre côté, il y a la paix. Peindre la guerre, après ce que nous savions tous, c'était facile. Peindre la paix était bien plus difficile à imaginer. À côté de la musique, de la danse, de la maternité, j'ai fait nager des oiseaux, voler des poissons, labourer la mer à Pégase. J'ai essayé d'imaginer ce que pouvait devenir un monde sans guerre. Le 3 novembre 1954, Henri Matisse s'éteint à l'hôtel Regina, à l'âge de 84 ans. Le monde perd un peu de sa couleur. Sa fille Marguerite annonce aussitôt la nouvelle à Picasso. Pas de réponse. Il ne se montre pas non plus à l'enterrement. Durant l'été 1955, Picasso acquiert la Californie, une villa à Cannes dont le style rappelle vaguement l'hôtel Regina. Il y emménage avec sa nouvelle compagne, Jacqueline Rauque. Pendant longtemps, il reste silencieux, terré. Il ne reviendra pas vers la famille de Matisse. Son désarroi est flagrant. On l'aurait même entendu répéter « Matisse est mort. Matisse est mort. » Cette filiation, elle est forte, mais c'est celle d'un père à un fils ou à un grand-fils. Et ce qui explique aussi le deuil que va vivre Picasso après la mort de Matisse, cette grande période de deuil où on voit au sein de l'atelier des peintures laissées en blanc. C'est vraiment avec cette vacuité. C'est une peinture à blanc pour dire la mort de Matisse. Et ce travail où il va regarder Matisse, mais pas seulement, regarder les maîtres de Matisse, de Lacroix notamment, Manet. C'est un passage en revue de l'histoire de la peinture, de la grande peinture, avec Matisse pour point de départ. Ça parle de la mort du père. Dans la série de tableaux appelée L'Atelier à la Californie, Picasso veut encore dialoguer avec Matisse. Il répond à ces intérieurs de Vence dont les fenêtres débordent de nature méditerranéenne.
Mais ces toiles blanches témoignent qu'il sait qu'il n'aura plus de réponse. Il faut que nous nous parlions, le plus possible. Quand l'un de nous deux mourra, il y aura des choses que l'autre ne pourra plus jamais dire à personne. Si vous deviez choisir vous-même l'époque, la peinture, la toile qui devrait vous survivre, quelle serait cette toile, quelle serait cette période? Je ne sais pas, c'est difficile. C'est fait avec des intentions tellement du moment, de l'époque et de l'état dans lequel tout le monde et moi nous nous trouvons. Au fond, ce sont des mémoires qu'on s'écrit soi-même, des cahiers. Monsieur, quelle est votre œuvre préférée? En général, je préfère l'œuvre que j'ai terminée, parce que j'ai donné tout ce que je pouvais. Donc je l'ai déclaré terminé. C'est quand même... Eh bien, si on demandait quelle est la principale qualité pour un artiste, on répondrait sans hésiter le travail assidu, sans lequel rien n'est possible, même pour un homme très doué.